Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin, si nombreux. Mon nom est Christophe Barmand, je suis cofondateur de l'OICO. Je ferai votre saltimbanque aujourd'hui, donc j'animerai les discussions, je passerai la balle aux participants et aux panélistes. C'est un grand plaisir, évidemment, de vous retrouver. Vous avez l'habitude maintenant de ces conférences en ligne. Quelques bonnes pratiques qu'on vous rappelle ici. Vous avez la possibilité d'utiliser la fonction Q&A de Zoom qui permet de poser des questions. Vous n'utilisez pas le chat pour ça. Le chat, c'est plus pour poser des questions plus techniques si vous n'avez pas à vous connecter ou c'est de la peine à entendre. Donc là, on vous répondra. Par contre, le Q&A, c'est vraiment les questions que vous pouvez poser aux participants. Ils essaieront d'y répondre à ces questions en temps réel pour essayer évidemment de vous donner un maximum de réponses. Et on vous transmettra ces questions et ces réponses à la suite de la présentation. Vous avez la possibilité de lever la main. Elle vous sera donnée cette possibilité lors de la table ronde à la fin du webinaire. On activera votre micro. Donc, vous pouvez soit poser des questions pendant tout le webinaire et on y répondra en temps réel, soit poser des questions pendant la table ronde. Et là, le mieux, ça sera de soit lever la main, soit également d'utiliser le Q&A pour ça. Évidemment, après la présentation, on vous transmettra le Q&A avec les questions et réponses auxquelles, voilà, qui auront trouvé réponse. Pardon. On essaiera évidemment, si on n'arrive pas pendant le webinaire, de compléter ces différentes questions. Et puis, il y a un format replay. Donc, cette conférence est enregistrée. Et donc, également, le lien vous sera transmis si vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'au bout. Voilà, au niveau du déroulement de l'événement, vous avez reçu le programme. On a le plaisir et la chance d'accueillir deux spécialistes du domaine, Michel Paillard et Druel de Humanize. On aura deux témoignages. Donc, on voulait vraiment avoir cette balance entre des spécialistes qui parlent de cette thématique qui est malheureusement trop en vogue. On dit que c'est la maladie du siècle. Tout ça a encore été amplifié avec la pandémie que nous vivons. Donc, on va vous donner quelques chiffres tout à l'heure. On voulait évidemment avoir des spécialistes et des personnes qui ont vécu ces situations difficiles avec Catherine et Cédric qui nous rejoindront tout à l'heure. Voilà nos intervenants. Ils sont beaux, ils sont prêts à vous faire part de leur expérience et de leurs compétences. Voilà. Eric Druliol, tu es le premier. Je te propose, cher Eric, de nous rejoindre, d'activer ta caméra, d'activer ton micro. Je vais arrêter le partage d'écran si tu es d'accord, puisque tu n'as pas de slide. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Eric, la parole est à toi. Bienvenue, cher Eric. Oui, merci Christophe. Bonjour tout le monde. Content de vous retrouver ce matin. Merci de votre présence. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Christophe, en fait, c'est-à-dire ce mal du siècle. Euh, je vais utiliser les chiffres de Promotion Santé Suisse, puisque je suis consultant accrédité par Promotion Santé Suisse. Donc, je vais relayer l'étude de 2020. Vous savez qu'ils étudient tous les 2 ans le stress en Suisse sur la base d'un panel de moins de 3000 personnes. Et ce qui ressort en 2020, c'est que 3 actifs sur 10 sont dans une zone de stress critique, euh, c'est-à-dire sont en train d'utiliser leur stock d'énergie sans le réapprovisionner, en fait. Donc, c'est des personnes qui sont à risque de ce qui se passe quand on utilise le carburant du véhicule et puis qu'on n'en remet pas dans le réservoir. Il y a un moment donné où le moteur s'arrête. Donc, on a quand même 3 personnes sur 10 en Suisse actuellement qui sont dans cette situation. Euh, Sans vouloir donner trop de chiffres, c'est 1,5 million de personnes quand même en Suisse. Et ce que montre aussi Promotion Santé Suisse, c'est que euh, euh, dans la même proportion, on voit un impact sur la santé en fait de ces gens. Donc on a de nouveau à peu près trois personnes actives sur 10 qui se trouvent en épuisement émotionnel. Donc en fait, il y a un lien étroit entre le stress aigu, en l'occurrence dans l'étude de Promotion Santé Suisse, on établit un lien étroit entre le stress aigu et les problèmes de santé, en l'occurrence problèmes de santé plutôt sur l'aspect psychologique, sentiment de pensée négative, émotion négative, sentiment d'être débordé, d'être dépassé, de ne pas y arriver, se dévaloriser, etc. etc. Pourquoi est-ce que je vous donne ces chiffres? Parce que parfois, quand on vit un burn-out, on se replie dans sa bulle, on culpabilise, on pense qu'on est vraiment le dernier des nuls, qu'on n'a pas réussi et que tous les autres sont des super-héros, puis on ne fait pas partie du club, quoi. Et en fait, c'est faux. Aujourd'hui, donc, on voit qu'il y a une tendance générale au niveau du pays à amener finalement les personnes actives dans cette zone de stress aigu, euh, notamment parce que les ressources au travail sont de moins en moins activables.
il y a un certain nombre d'éléments au travail qui font que ben, on va refaire un plein d'énergie, notamment quand on a du sens, quand on voit bien le sens de ce que l'on fait, quand on a la vision globale de la place de sa contribution dans la vision d'ensemble. Euh, c'est une ressource aujourd'hui qui diminue dans le monde du travail, c'est un fait. De même, la valorisation. En fait, il y a de moins en moins de valorisation dans le monde du travail aujourd'hui. Que ce soit des collègues, que ce soit des supérieurs, que ce soit des clients, de moins en moins de valorisation. Et donc, en fait, ces éléments de ressources, ben, ils viennent pas permettre de réapprovisionner le stock. Et en parallèle, les contraintes qui consomment de l'énergie dans le monde du travail ont énormément augmenté depuis 2014, lorsque Promotion Santé Suisse a commencé son étude. Donc, en fait, les contraintes qui consomment de l'énergie sont de plus en plus fortes, et en contrepartie, ce qui permet d'obtenir de la ressource, de l'énergie, les ressources qui permettent d'obtenir de l'énergie, elles, sont moins actives. Et donc, bah, ça nous met dans cette situation aujourd'hui, 3 personnes sur 10 en train de vivre au-dessus de leurs moyens en termes de ressources et d'énergie au travail. Une information importante quand même à savoir aussi, c'est que dans cette situation-là, parmi ces 1,5 million de personnes, les plus touchées sont la tranche des 16 à 24 ans. Donc des personnes actives, très jeunes et jeunes. Et elles payent un lourd tribut, ces personnes, puisqu'elles sont pour la moitié d'entre elles concernées par la problématique. Donc il y a un très grand contingent de personnes dans cette situation. C'est important, il y a peut-être parmi nous des gens qui encadrent des apprentis ou des stagiaires. Le phénomène du stress pour ces générations est extrêmement aigu. Et on voit aussi au passage que c'est pas finalement ces questions de burn-out, etc. C'est pas que une usure finalement. On arrive à une carrière, on est usé, on a tout à fait l'énergie, on pense à la retraite. C'est pas non en fait, c'est pas du tout ça le point. C'est vraiment cette consommation d'énergie est-elle est-elle compensée par une acquisition d'énergie? Et ça, c'est pas une question d'âge finalement. Alors voilà pour situer le débat, la discussion. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle c'est important pour nous aujourd'hui d'avoir des personnes qui viennent en parler. Parce que, comme je l'ai dit jusque-là, finalement, on peut se replier dans sa bulle, penser qu'on a échoué, que tous les autres réussissent. Et c'est très important que des gens qui ont vécu ça puissent en parler. Donc, merci à eux de le faire, merci à vous de le faire. Et je passe la parole directement à l'intervenant suivant, Christophe. Merci, cher Eric. Merci pour d'avoir si bien posé les choses. C'est vrai que ces chiffres que tu donnes là sont vraiment impressionnants. On se réjouit de découvrir ce que Michel Paillard a à nous dire. Michel est spécialiste de la gestion de la santé au travail, des risques psychosociaux, médiateur, care manager chez Humanize. Donc, Michel, si tu es d'accord, je te propose d'activer ta caméra, d'activer ton micro, et puis on te donne la parole. Cher Michel, tu as aussi quelques minutes pour nous entretenir de ce sujet passionnant. Michel, la parole est à toi. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce webinaire. Moi, je suis particulièrement content de pouvoir échanger avec vous sur quelques bonnes pratiques issues de mon expérience en fait d'accompagnement des entreprises et puis des employés qui doivent faire face en fait à ce burn-out. Que vous soyez en fait manager ou personne présentant un potentiel risque de burn-out, ou peut-être même les deux, j'espère pouvoir éclairer quelques pistes de bonnes pratiques et d'actions concrètes, et plus particulièrement lors d'un moment d'arrêt de travail. Alors, la slide suivante, voilà. Donc, si je suis en arrêt de travail pour un burn-out, eh bien, on peut assez séquencer cet arrêt de travail en 3 étapes successives et chronologiques. La première étape, c'est de se ressourcer. La deuxième, c'est de comprendre et analyser en fait ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis arrivé ici. Et puis la troisième étape, eh ben, c'est comment et à quel moment je peux me préparer à retourner au travail et comment je peux retourner au travail. Pour la slide suivante. Alors, je me ressource. Là aussi, c'est en 3 étapes. D'abord, je vais augmenter mon niveau d'énergie. Eric disait qu'il y avait un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. Eh bien là, il faut s'activer sur
sur l'augmentation de ses ressources. C'est-à-dire de réactiver également ce que j'ai négligé, qu'est-ce qui me faisait plaisir, qu'est-ce que j'avais envie de faire, que j'ai arrêté de faire, quels sont mes hobbies, mes passions, aller vers quelque chose qui va me ressourcer. Et puis, un autre point très important, le stress s'installe dans le corps, si je puis dire comme ça. Et puis, ben, il va falloir réactiver son corps. Il va falloir le remobiliser. Il va falloir reprendre confiance en lui. Et puis, il va falloir se défouler. Et ça peut être une marche en montagne. Ça peut être uniquement 30 minutes par jour au départ, juste dans la forêt, dans la campagne. Et puis, pouvoir se défouler. Si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à crier ou à courir. C'est vraiment d'aller se décharger de ce stress que vous avez accumulé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années. Et puis un autre point également, c'est que le stress déséquilibre notre régime alimentaire et donc il va falloir porter une attention particulière à bien manger, des repas équilibrés et puis dans des moments comme on a normalement l'habitude de faire, le matin, une petite collation, le midi et le soir, un peu plus léger. Pourquoi plus léger le soir? Pour bien dormir. Donc là aussi, le sommeil est bien souvent perturbé, donc il va falloir retrouver son rythme de sommeil de manière le plus sain possible. Donc d'adapter sa journée pour qu'on puisse bien dormir. Donc l'idée là ici, dans cette première étape, c'est en fait finalement transformer cette fatigue de tension qui nous a mis en burn-out vers une fatigue plus physique et qui quelquefois est beaucoup plus agréable d'être bien fatigué après une bonne journée de travail ou de ski ou de balade où on va se retrouver et on est bien content. Slide suivante. Donc dans la deuxième partie finalement de cet arrêt de travail, eh bien c'est aussi une fois qu'on a un peu plus de ressources, que notre cerveau commence à un peu mieux réfléchir, eh bien, on va pouvoir faire son bilan. Et puis là aussi, en 3 étapes que j'ai identifiées, c'est-à-dire d'abord de pouvoir identifier ces signaux d'alerte. Qu'est-ce qui je n'ai pas écouté? Quels sont les signaux d'alerte que je n'ai pas écoutés? Les maux de dos, les troubles digestifs, les sensibilités émotionnelles, la mémorisation qui s'est affaiblie, mon défaut de concentration, tout ça, ce sont des signes d'alerte que je dois maintenant écouter et puis que je dois également mettre en place des éléments de ressources que je sais activer maintenant et qu'est-ce que je peux faire pour que lorsque ça arrive, comment je me ressource. Et puis, comme toujours, eh bien aussi décharger ces tensions, donc savoir les décharger, c'est-à-dire quelle activité je peux mettre en place, qu'est-ce que je dois mettre en place lorsque je me sens tendu pour décharger. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du défouloir à ce moment-là. Et puis aussi le cerveau, le burn-out, le cerveau réfléchit beaucoup, il réfléchit dans tous les sens, il arrête même à un moment donné de réfléchir. Et peut-être un point important, les gens qui ont vécu un burn-out le savent, il y a beaucoup, beaucoup de rumination et le cerveau consomme beaucoup, beaucoup d'énergie lorsqu'il rumine. Donc, il faut apprendre, en tous les cas, à cadrer ces ruminations. Donc, l'idée dans cette étape, c'est d'avoir une idée de transformation. La transformation, c'est pas de transformer le monde qui m'entoure, l'entreprise qui m'emploie, mais plutôt de transformer dans moi. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je dois changer? La slide suivante. Et puis enfin, une fois que mon niveau d'énergie est suffisamment à bord, il n'y a pas besoin d'être à 100% d'énergie pour retourner au travail. Mais je vais me préparer à ce retour au travail. Si j'ai commencé à me réactiver. Aujourd'hui, je sais me ressourcer. J'ai élaboré un plan d'action de changement. Mes signaux d'alerte sont très, très clairs et je sais les identifier et je sais surtout les écouter. Donc, je peux imaginer que je peux réintégrer mon poste de travail. Alors, je peux prendre contact. Il va falloir discuter avec son manager pour déjà lui exprimer mes propres besoins, où j'en suis, qu'est-ce que je souhaite, comment je vois mon retour au travail. Et puis, je sais aussi que mon retour au travail, je suis pas en 100% de capacité, mais ça fait partie de mon réentraînement, c'est une convalescence, ça fait partie du traitement, je dirais, du burn-out, de retourner travailler. Et puis,
je sais également sur qui je peux compter, où sont mes alliés, à qui je peux m'adresser si à un moment donné ça va un peu moins bien, que ce soit de la famille, que ce soit aussi au niveau de l'entreprise, et puis mes thérapeutes. Et puis, ben, évidemment, ben, je me suis fixé un objectif, c'est de travailler en santé au travail, c'est de rester vivant à son travail. Et puis donc, ben, je vais me respecter, je vais respecter mes besoins, je vais être attentif à moi. Je vais me féliciter également chaque jour de ce que j'ai fait et que c'est bien ce que j'ai fait là. Et puis, quelle tâche j'ai effectuée. J'ai aussi remis du sens dans ce que je faisais. Et puis, également, j'ai pu mettre en place un sas de décompression entre le travail et ma vie privée, ma vie intime, ma vie familiale. Et puis, je sais mettre des limites et je ne contamine pas mon travail dans ma vie privée. La slide suivante. Alors, pour le manager, comment ça se passe? Comment ça se passe dans l'entreprise? Ben, gérer là aussi l'absence, la gestion d'une absence pour personne qui est en burn-out, ben, se fait en 3 phases. Ben, il y a d'abord pendant l'absence. Moi, en tant que manager, eh bien, je vais maintenir, s'il est d'accord, le lien avec l'employé. Et je vais prendre soin de mon équipe également. Je vais être attentif à mon équipe parce que peut-être que cet employé qui est en arrêt de travail, c'est peut-être le symptôme d'un problème organisationnel ou structurel dans mon équipe et que si lui, c'est peut-être le plus, je dirais, le plus sensible à cet état-là, et peut-être qu'il y en a d'autres. Et puis, je vais préparer le retour avec mon employé, mon collaborateur, mais je vais le préparer aussi avec mon équipe. Et puis, je vais l'accompagner dans ce retour. Alors, la slide suivante. Donc, c'est comment prendre soin de son équipe pendant l'absence. Eh ben, c'est déjà de s'informer sur le burn-out. Qu'est-ce que c'est? Et puis, éviter également les fausses croyances et de pouvoir communiquer clairement ce que c'est que le burn-out avec son équipe. C'est également de créer un environnement de travail bienveillant. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire peut-être d'identifier là aussi qu'est-ce qui est ressource et puis qu'est-ce qui est contrainte dans l'activité que je fais. Et puis, quelles sont aussi ces contraintes sur lesquelles je peux agir. Il y en a certaines, je ne peux pas agir. Donc là, il va falloir peut-être aller regarder autour de ses supérieurs. En tous les cas, de pouvoir le dire auprès de ses RH. Qui sont aussi des alliés. Et puis, donc, dans son équipe, c'est d'identifier les facteurs de risque qui pourraient induire d'autres absences. Et puis, communiquer maintenir le lien avec l'employé, si c'est possible, s'il le souhaite. Et surtout, l'idée, c'est que l'employé a un sentiment de culpabilité de ne plus être dans son équipe et donc de le rassurer que finalement, on arrive à faire sans lui et que les projets avancent et qu'il a toujours aussi sa place qui est là. Et ça rassure, ça libère un peu d'espace pour cet employé qui est en arrêt de travail. Il a un contact avec son employeur rassurant. La slide suivante. Eh bien, le retour de travail est prévisible. Donc, il est également, on l'a prévu. Donc, le travail fait partie de la convalescence. Donc, on est un petit peu, en tant que manager, je dirais, pour prendre un parallèle, il est un peu le physiothérapeute de la jambe cassée. Donc, il va pouvoir réentraîner son employé, son collaborateur au travail. Et puis, pour ce faire, il va falloir le planifier, cette histoire-là, de faire un plan et puis de pouvoir voir avec lui quels sont ses besoins en termes d'horaire, comment il voit les choses en termes de charge de travail. Bien souvent, la personne revient en pourcentage. Donc, c'est d'évaluer ses besoins spécifiques. Et puis, c'est également de pouvoir construire avec lui une communication qui va pouvoir être faite auprès de l'équipe, de savoir qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, qui évite peut-être de garder un peu trop de silence ou peut-être d'en dire trop. Et puis, évidemment, c'est de continuer de planifier à ce moment-là, au moment de l'entretien de retour, les séances de feedback, de réajuster aux besoins la charge de travail. Et puis, lorsque la personne reviendra à 100%, c'est de valider avec elle il peut revenir travailler et en santé. La slide suivante. Peut-être quelques erreurs, un focus sur quelques erreurs à éviter.
c'est que dans l'équipe, éviter de stigmatiser l'absent. Rappelons-nous que c'est peut-être le signal d'alerte, cette absence, qu'il y a peut-être d'autres choses beaucoup plus importantes dans l'équipe. Donc, de ne pas stigmatiser l'absent. Et puis, au retour du collaborateur, éviter de le traiter différemment, éviter de le surprotéger. L'idée étant de plutôt diminuer la quantité du travail, mais de rester exigeant sur la qualité. Donc, s'il y a trop, alors il y a trop de travail, mais par contre, la qualité doit être toujours avoir la même exigence. Et puis, comme je le disais, imaginez que c'est un cas isolé. Et puis, ne pas oublier non plus que le manager ne se substitue pas à un professionnel de santé. Par contre, il fait partie intégrante du retour de son employé pour sa santé. Voilà, j'en ai fini. Et puis, volontiers, je réponds à vos questions tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Merci, cher Michel. Merci pour ces bonnes pratiques, pour ces bons conseils. Il y a quelques questions déjà auxquelles Eric a répondu. Je suis sûr qu'il y aura des questions pour toi dans le Q&A, donc n'hésite pas à t'y référer. On te retrouve tout à l'heure pour la table ronde. Un grand merci en tout cas, Michel, c'était très clair et super intéressant. Voilà, on va passer maintenant au partage d'expérience. On a entendu évidemment deux spécialistes de la santé au travail essayer de poser le cadre au niveau notamment des chiffres de promotion santé suisse, c'est ce que représente aujourd'hui le stress et notamment le lien avec le travail. On a entendu Michel Paillard nous donner quelques bonnes pratiques. Maintenant, on voulait un petit peu entendre des personnes qui sont passées par là. Comment est-ce qu'elles ont ressenti cette étape finalement terrible de la vie professionnelle et de la vie évidemment privée. Et donc, on va donner la parole à Catherine. Catherine est enseignante, elle est passée par là. Et puis, chère Catherine, si tu es d'accord de nous partager l'expérience que tu as pu vivre, nous serons très contents de ça. Voilà, Catherine, je te propose, si tu es là, d'activer ta caméra et ton micro. On te voit bien, c'est magnifique, on t'entend en plus. Donc, bienvenue et puis la parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis Catherine Verhagen, je suis aujourd'hui enseignante. Avant d'avoir ce beau métier, j'ai travaillé pendant 14 ans en entreprise, dont 10 ans dans une multinationale américaine spécialisée dans les tests cliniques. J'ai 2 enfants de 7 et 9 ans et tout va bien. Alors, ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui devant vous, c'est le partage d'un petit bout de mon histoire qui s'est passé avant le confinement, je précise, donc il y a déjà un petit moment, et qui renforce la personne que je suis devenue aujourd'hui et qui, je l'espère, va pouvoir vous aider à mieux comprendre comment se vit un burn-out de l'intérieur, comment en tant que manager ou employeur, vous pourriez éventuellement identifier certains signes avant-coureurs de cette maladie qui se soigne. Et ensuite, je vais aussi vous expliquer comment accompagner ou pas une personne en burn-out pendant qu'il est en arrêt. Et enfin, comment les aider à réintégrer au mieux l'entreprise. Alors, je vous rassure, je n'ai pas du tout la recette magique ou miracle, mais je vais vous expliquer en quelques mots, ce qui a marché pour moi. Alors, d'abord, pour commencer par les symptômes, donc le jour 1, il n'y a pas eu d'effondrement massif en ce qui me concerne. C'était un petit rhume qui, en fait, n'en finissait pas. Donc, finalement, poussée par mes collègues et mon mari, j'ai pris rendez-vous chez le docteur qui m'a arrêté d'abord quelques jours. Et ces quelques jours se sont en fait transformés en quelques mois parce que, en fait, je ne maîtrisais pas non plus mes émotions. Il y avait vraiment des petits symptômes qui se sont révélés une fois arrêtés. Alors, j'ai du coup pas du tout pris conscience tout de suite de ce qui m'arrivait. En fait, je ne savais pas du tout ce que c'était un burn-out. Je connaissais pas du tout. J'avais l'impression que ça ne pouvait pas m'arriver vu que j'avais des enfants en bonne santé, un métier dans lequel j'étais plus ou moins, dans lequel j'étais bien reconnue et dans lequel ça se passait bien. J'avais un mari plutôt cool. Je faisais du sport. J'avais des amis. Voilà, j'avais l'impression que ça ne pouvait pas m'arriver en tous les cas. Mais voilà, et ce qui me pousse à vous dire à ça, c'est que je me dis, en tant qu'employeur, ça doit être difficile d'identifier ce moment où justement une personne peut être à risque. En ce qui me concerne, j'ai été arrêtée avant qu'il soit trop tard. Donc cet arrêt n'a duré, pour vous donner une idée de temps, que 6 mois, ou déjà 6 mois, après coup ça semble énorme en fait, une fois que j'étais arrêtée à 100%, et puis j'ai progressivement repris le travail
Et cette progression a duré aussi 6 mois, plus ou moins. Donc, c'était un processus d'une année. Après coup, ça paraît long. Sur le moment même, on pense retourner au travail tous les mois, voire toutes les semaines. On se dit, c'est bon, ça va aller la semaine prochaine. Donc, on ne comprend pas très bien que ce processus peut prendre du temps. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport à cette phase d'arrêt. Donc, certes, on s'arrête de travailler, mais ce n'est pas pour autant une phase passive. C'est une phase dans laquelle, qui est assez difficile et très active. Il y a plusieurs, comme disait M. Paillard, il y a plusieurs étapes qui vont se succéder. La première étape qui a été importante pour moi et clé, à mon avis, dans la reconvalescence, c'est cette prise de conscience du burn-out. En fait, on doit se dire, OK, j'ai un burn-out, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et en général, ça dure déjà plus ou moins quelques semaines parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on nous diagnostique ce qui nous arrive et qu'on l'accepte non plus. Une fois qu'on sait ce qu'on a, il y a cette période pour moi qui a été OK, je sais que j'ai un burn-out, maintenant qu'est-ce que je fais ? Et j'étais active, je me suis posé la question de comment j'allais m'aider moi-même à guérir. On m'avait assez vite rassurée que j'allais retrouver cette énergie, cette confiance, qu'à un moment donné, j'allais retrouver aussi la maîtrise de mes émotions qui était compliquée et que du coup, j'allais pouvoir retourner au travail sans problème, parce que c'était une vraie question qui se posait à ce moment-là. Alors, du coup, il y a cette prise de conscience, et puis après, il y a se faire aider. Et se faire aider, il y a plusieurs axes. Alors, ce qui a marché pour moi, c'est ce qui a marché pour moi, mais il n'y a pas une solution. En tout cas, ce que j'ai pu identifier, c'est que j'ai d'abord eu un suivi plus au niveau psy, d'accompagnement de fond, qui n'est pas agréable non plus. C'est pour ça que je dis que cette période d'arrêt n'est pas toujours évidente à gérer, parce que certes, le travail est une des raisons pour lesquelles on en arrive là, mais souvent c'est cumulé avec d'autres symptômes. En ce qui me concerne, j'avais 2 enfants qui étaient à ce moment-là en bas âge, et j'avais continué à vivre comme si je n'avais pas d'enfants. Donc il y a un moment donné où c'était plus trop compatible, je devais faire des choix, je devais apprendre à dire non. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Voilà. Ensuite, j'ai eu une autre personne qui m'a aidée, c'est M. Paillard qui est ici et qui m'a invitée aujourd'hui à témoigner, avec qui j'ai fait un travail plus pragmatique. Donc, il m'a aidée à identifier les éléments qui ont fait que j'en suis arrivée là, et surtout à apprendre à me connaître, à pouvoir identifier mes propres signes d'alerte. Et donc, aujourd'hui encore, je sais quand j'ai certaines... Par exemple, si je passe une mauvaise nuit ou si j'ai une insomnie, ce qui est aujourd'hui assez rare, je sais que c'est peut-être lié à quelque chose que je rumine. Et si j'ai ce genre de symptômes, je vais directement prendre des dispositions pour m'aider à me soigner et surtout plus arriver à arriver dans cette phase d'épuisement qui après enlève toute efficacité et aussi toute belle image qu'on peut avoir du travail qu'on rend ou de qui on peut être. Voilà, alors cette phase de coaching, elle prend aussi un petit temps parce que apprendre à réfléchir sur soi-même et identifier ces signaux d'alerte, c'est pas toujours facile. Et le fait d'être guidée et pas uniquement lire des livres m'a clairement aidée. Donc voilà. Et alors la dernière partie aussi, la dernière axe des personnes qui peuvent aider, c'est la famille et les amis. Alors dans un premier temps, c'est parfois compliqué parce que on se retrouve dans une situation où on doit expliquer ce qui nous arrive, et au début notamment, voilà, surtout quand on n'a pas encore accepté, ça peut être fatigant. Mais n'empêche, la famille et les amis autour doivent continuer à d'une certaine manière être présents. C'est quelque chose d'important. Alors, pendant toute cette période, j'avais plus l'énergie que je peux avoir aujourd'hui ou que j'avais avant. Et une des choses importantes qu'on devait faire, et ce qui est très bizarre parce que ça donne un côté culpabilisant parfois d'être à l'arrêt, c'est qu'on nous demande de nous ressourcer, de faire des choses qu'on aime bien. Et alors très bizarrement, quand on est dans ce genre de situation, on est là, mais en fait on ne sait plus. Donc on a vraiment réfléchir à, ok, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais bien faire. Alors M. Paillard nous explique, donnait comme exemple, aller dans la forêt, faire des balades. Bien oui, ça marche, mais c'est très bizarre. On se dit, bon, il y a tout le monde qui travaille, moi je vais faire une promenade dans les bois ou en montagne. Voilà. Et au début, on ne comprend pas trop ce que ça peut nous apporter, mais en fait, avec le temps, c'est quelque chose qui ressource clairement. Dans mon cas, j'ai aussi profité de ce qu'il y avait juste autour de moi. Il y avait notamment une école de yoga Ashtanga
façon misère qui avait ouvert, j'ai poussé la porte de cet endroit qui m'a aidée et j'ai appris quelque chose de nouveau pendant cette période qui aujourd'hui m'aide encore et je pratique encore. Donc voilà, j'ai réussi à identifier ce genre de petites choses. Et j'ai aussi amélioré la nutrition. J'ai eu quelqu'un qui m'a aidé, là, c'était plutôt une amie, mais qui m'a aidé à mieux me nourrir. Et du coup, toute la famille d'ailleurs. Donc, tout le monde en a bénéficié. Donc, tout ce genre de petites choses m'ont aidé à me regonfler et à reprendre cette énergie et qui m'a permis, après quelques mois, de reprendre contact avec mon employeur qui a compris toutes ces démarches. Je pense qu'il y avait aussi du côté de l'employeur une prise de conscience globale qui se prenait parce que j'étais absolument pas la seule dans ce cas-là. Et du coup, il y a tout un environnement de bienveillance qui s'est créé autour de moi. Au moment de la reprise, qui était une reprise assez compliquée, dans le sens où autant j'étais partie en congé maternité, j'avais dû revenir après une longue période d'absence, c'était une joie de retourner au travail. Ici, revenir au travail, il faut bien se rendre compte que c'est retourner un peu sur l'endroit où on a été brûlé à vif. Donc, c'est compliqué, il faut beaucoup de courage. Et moi-même, je ne réalisais pas à quel point ce serait difficile finalement. Du coup, on y va à petits pas et on y va d'une manière progressive. Mon employeur, là, j'avais travaillé avec eux pour mettre ça en place. J'avais changé d'équipe, j'avais changé de manager direct et j'avais changé de client. Et j'avais même changé de bureau, donc d'étage dans le bâtiment, tout en restant dans le même métier. Donc, je ne dis pas que c'est nécessaire à 100%, mais en tout cas, aménager quelques petites choses qui changent peut aider à remettre en confiance ou à repartir sur d'autres bases, ou en tout cas se dire peut-être ce que j'avais identifié comme étant pas idéal pour moi au travail, eh bien, je les mets déjà sur le côté ou je les remplace, simplement. C'est important de retourner au travail parce que pour moi, j'avais besoin de me dire non, c'est pas le travail. Il y a plein de collègues pour qui ça se passe très bien. Pourquoi ça ne se passerait pas bien pour moi? J'avais travaillé pendant 6 ans sans aucun problème. J'avais besoin de me refaire confiance, de me dire ok, c'est pas que l'entreprise, c'est moi aussi quelque part qui me suis mise dans cette situation et il y a moyen que j'y arrive. Après, je pense que c'était un travail qui s'est fait des deux côtés et qui a fait en sorte que ça se passe très bien, aussi bien au niveau de la reprise progressive. Donc, comme disait Monsieur Paillard, c'est quelque chose qui se fait progressivement et je pense que sans le savoir, ils m'ont donné du travail sans me charger en quantité. Donc, j'ai pu me reconfronter à des situations pas faciles pour autant. C'était pas facile, c'était des vrais projets, mais j'en avais plus autant qu'avant. Et c'était aussi lié à mon emploi du temps qui était réduit. Mais ça m'a redonné cette confiance. Et puis, petit à petit, je suis retournée à 100% dans le métier. Alors, voilà. Après, ça n'empêche que dans toute cette période, j'ai aussi entamé une vraie réflexion sur moi-même, ce qui moi, me motivait dans mon métier, ce que j'aimais faire. Et c'est vrai que ça, après 2 ans d'être retournée chez mon employeur, j'ai entamé une reconversion professionnelle qui aujourd'hui me rapproche d'un métier tout à fait en phase avec mes valeurs, ce que j'aime faire. Je suis devenue enseignante dans le secondaire. J'ai des jeunes futurs étudiants que je vois quotidiennement et que j'essaye de stimuler, en quelque part aussi de coacher, de protéger ou d'aider. Et je me retrouve dans un métier qui me passionne et qui n'est pas pour autant facile ni moins prenant. Mais les signaux, ou en tout cas la manière dont je me connais aujourd'hui, m'aide à être d'autant plus meilleure et à me protéger au niveau de l'énergie que je dois avoir pour pouvoir faire face à ce métier tous les jours et dans le métier et dans ma famille. Voilà. Je serai tout à fait disposée à vous répondre à toutes les questions que vous aurez et à vous en dire davantage si vous le voulez. Merci beaucoup. Un grand merci, chère Catherine. Merci beaucoup aussi pour ces messages plein d'espoir, hein, pour les gens qui sont touchés ou seront touchés. On se réjouit de t'avoir tout à l'heure à la table ronde, Elan, pour creuser certains points. Il y a des questions également
qui t'ont été posées dans le questions et réponses, donc n'hésite pas à y aller. Certaines ont été déjà un petit peu complétées, donc tu peux apporter aussi évidemment tes compléments. Voilà, on a le plaisir d'accueillir maintenant Cédric Corpès. Il est coach professionnel, praticien top et constant RH chez Elan Coaching. Et également, il est passé par cette phase difficile, évidemment, de son histoire. Alors, cher Cédric, je te propose d'activer ta caméra. Voilà, on te voit. Bienvenue. Je vais arrêter mon partage écran pour qu'on puisse mieux te voir. Et puis, la parole est à toi. À tout de suite. Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de ne pas être trop redondant par rapport à ce qui a déjà été dit. Pour me présenter rapidement, j'ai 50 ans, j'ai une carrière qui est un petit peu atypique parce qu'en fait, je suis à ma 4e carrière. J'ai commencé par 9 ans dans l'armée française. J'ai complété après par 6 ans dans la réserve. Une première reconversion dans le secteur aérien où j'ai travaillé à peu près 7 ans et une deuxième reconversion du coup après avoir repris les cours du soir dans les RH et j'ai été responsable RH en PME et en groupes internationaux durant à peu près 10 ans. Mon expérience du burn-out, en fait, moi j'en ai fait deux. J'ai envie de dire relativement modéré, l'autre un peu plus sérieux. Il y a quelques années maintenant, j'ai préparé l'intervention, je suis allé regarder un petit peu les dates. Le premier devait être fin 2013. Et en fait, les deux, donc le deuxième fin 2017. Et ce que je me suis rendu compte en fait en analysant ça, c'est que ces deux burn-out sont venus de facteurs qui étaient différents. Le premier, en fait, c'était un facteur beaucoup plus interne. Je m'étais en fait mis la pression tout seul. Je m'explique. À ce moment-là, j'étais responsable RH dans une PME. C'était très dynamique, on avait beaucoup de projets et une problématique de recrutement. Et en fait, je me suis mis la pression tout seul. La direction n'était pas du tout en cause par rapport à ça à ce moment-là. Je me suis mis la pression parce que je voyais les équipes qui étaient sous pression, qui avaient énormément de travail. Et je n'arrivais pas à recruter suffisamment vite, en tout cas à mes yeux. Et du coup, c'est des horaires à rallonge. Je commençais le matin avant d'aller au bureau. J'étais déjà sur LinkedIn à essayer de recruter des gens. Je faisais ma journée de travail relativement importante. Je rentrais à la maison, je mangeais avec mes enfants. Et derrière, en fait, je me remettais sur l'ordinateur jusqu'à les 23h, minuit. Et c'était reparti le lendemain. Jusqu'au jour où, un matin, au moment de me lever, j'étais dans l'incapacité totale de me lever. En fait, je me suis retrouvé à regarder le plafond et à me dire je n'y arrive pas. Je ne pouvais pas physiquement me lever. De là, ça a mis, je dirais, 3-4 mois pour que je puisse retourner au travail. Et là, pour le coup, ce qui a été très important pour moi, ça a été l'attitude de ma direction, qui, alors déjà, en permanence, régulièrement prenait mes nouvelles, mais de façon très bienveillante. Systématiquement, c'était comment tu vas, on ne veut pas te mettre la pression, on veut juste prendre des nouvelles. Et c'était super important pour moi de savoir que la direction ou des collègues prenaient des nouvelles, mais comme je disais, très bienveillant. Aucune pression, c'était vraiment parfait. Et quand je suis revenu, j'ai eu une discussion avec mon directeur qui m'a dit « Mais Cédric, je ne veux pas que vous repartiez là-dedans. Prenez votre temps. Vous avez toute notre confiance. Vous remontez doucement en charge. Je ne veux pas que vous rebasculiez dans un burn-out dans les 2 mois qui viennent. Je vous connais, vous allez repartir à fond et ce n'est pas une bonne idée. » Ce qui m'a permis justement de remonter en charge, je dirais, en l'espace d'environ 6 mois. Et ça a vraiment été… à ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que pour en arriver au burn-out, en fait, c'est souvent des gens, à mon sens, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue en parlant aussi avec des gens qui étaient passés par là, c'est des gens qui sont capables de surinvestir en fait, dans leur travail, que ce soit en termes d'horaire, ce sont des gens qui ont une forte valeur travail
ou alors de s'investir au niveau empathique, je dirais, envers les collègues. Typiquement, moi, je voyais mes collègues souffrir. En termes d'empathie, il fallait que je fasse quelque chose. Ou au niveau émotionnel, ce que disait Catherine aussi tout à l'heure. Et également, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans mon cas, les 2 fois en fait où je suis parti en burn-out, c'est que j'avais un des 2 piliers de ma vie qui fonctionnait. J'avais les 2 piliers qui fonctionnaient pas, à savoir le pro et le perso. Tant qu'il y a un des 2 qui va, j'arrivais à passer en dessus, à gérer. Les 2 fois en fait où dans ma vie privée c'était compliqué, quand en plus c'était compliqué dans mon travail pour des raisons X ou Y, c'est là où j'ai basculé. Donc et là pour le coup, l'employeur il peut pas y faire grand chose, mis à part être attentif à ce qui peut se passer. Mes solutions pour remonter la pente en fait, alors ça a déjà été dit, mais ça a été de commencer doucement par des balades, derrière me remettre au sport. Et alors ça peut paraître anachronique, j'ai repeint mon garage. J'avais une maison à l'époque et le garage était brut à l'intérieur et j'ai décidé de repeindre les murs en blanc, tout simple. Et en fait, ça m'a permis de remonter parce que tous les jours, je me mettais un objectif. Ça allait être 1 mètre de mur, 1,50 m, 2 mètres. Et de me dire, en fin de journée, alors ça paraît ridicule, hein, un garage, logiquement, en pleine possession de mes moyens, je vais dire en 2 jours, 2 jours et demi, il était fini. J'ai mis, je pense, une douzaine de jours pour le refaire. Mais rien que de faire ça, ça m'a permis quelque part de reprendre confiance, de me dire, voilà, tu te mets un objectif et tu l'atteins. Et petit à petit, de 1 mètre, je suis passé à 1,50 m, puis à 2, puis à 3. Et j'ai réussi à le faire. Et à la fin, de me dire, voilà, j'ai fait ça, ça m'a pris tant que ça m'a pris. Je m'étais mis l'objectif de le repeindre, je l'ai fait. Ça permet aussi de reprendre confiance en soi, de se dire, je peux me mettre des projets et avancer. En 2017, du coup, j'avais changé d'entreprise, j'étais dans un grand groupe. Et là, en fait, là, j'ai eu un burn-out qui a été un petit peu plus sévère. J'ai mis, je pense, à peu près 1 an à m'en remettre, à pouvoir vraiment repartir. Mais là, c'était une pression externe, c'était un manque d'alignement aussi par rapport à ce que me demandait la société par rapport à mes valeurs intrinsèques. Et je suis arrivé un matin, je devais prendre le café avec le directeur financier et j'ai été incapable en fait d'allumer mon ordinateur. Et quand il m'a rejoint dans mon bureau pour prendre le café 1 heure après, l'écran était noir. Du coup, en fait, on a pris le café, on a peut-être même pris 2 ou 3. Je suis rentré chez moi et là, ça a été l'écroulement. Je ne pouvais plus revenir. La société m'a licencié au bout juste après en fait le délai légal de protection. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, ça a été une chance. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir été licencié à ce moment-là m'a permis de vraiment faire le point sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes valeurs et vers quoi j'ai envie de me diriger. Donc, je me suis reconverti, je me suis formé au coaching, je me suis formé à la préparation mentale par le biais des TOP, donc les techniques d'optimisation du potentiel. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'arrive en fait à utiliser cette expérience du burn-out, cette gestion des émotions. Et d'ailleurs, les tops, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que dans les tops, une des grosses parties, c'est toute la partie gestion du stress et gestion des émotions. Et ce que disait également Catherine tout à l'heure, c'est la gestion de la fatigue et du sommeil. Et aujourd'hui, en fait, j'arrive à… Ce deuxième burn-out m'a permis vraiment de me mettre en accord avec moi-même, en accord avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie d'apporter aux gens. Et je pense que, en l'occurrence, je suis tombé sur les bonnes personnes au bon moment qui m'ont permis d'avancer par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'essaye d'apporter en fait du mieux-être aux gens, tout en m'appuyant en fait sur cette expérience.
Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis, je resterai à votre disposition en cas de questions à l'issue. Un grand merci, cher Cédric. Merci pour ce partage vraiment émouvant et très vrai, quoi. C'est vraiment, ça nous apporte beaucoup. Et d'ailleurs, on va te retrouver, cher Cédric, puisqu'on va attaquer maintenant la table ronde. On est vraiment pile à l'heure. Donc, également, un grand merci à vous, les intervenants, d'avoir tenu votre timing. C'est jamais évident, surtout quand on partage des chemins de vie comme ça. Donc, on va passer sur la table ronde. Vous avez la possibilité, comme déjà évoqué, de continuer à poser des questions dans le Q&A. Il y en a 9 qui ont été posées, dont 8 ont une réponse déjà, donc c'est magnifique. Mais merci également aux intervenants pour ça. Et puis, vous pouvez lever la main virtuellement. Donc, vous avez une petite option pour ça que vous connaissez maintenant. Et donc, ça nous permettra de vous donner la parole directement, puisque des fois, la forme écrite n'est pas toujours la mieux adaptée. Voilà, je vais demander à tous les panélistes de bien vouloir activer leur caméra pour qu'on les voit. Nous allons arrêter le partage d'écran. Voilà, c'est plaisir de se sentir un petit peu moins seul. Ce n'est pas évident quand on est seul face à son écran, voilà, de pouvoir s'exprimer. Donc, c'est un plaisir de vous voir, de vous revoir. Moi, j'ai les premières questions. Donc, certaines fois, je poserai des questions peut-être à une personne en fonction évidemment des éléments qu'elle ou il a évoqués dans sa présentation, ou bien simplement certaines fois je poserai des questions un peu plus ouvertes comme ça, et donc prend la parole qui veut. Déjà une première chose, peut-être que la personne la plus à même de répondre en fonction de ce qui a été dit, c'est plutôt Eric. Après, je laisserai peut-être les autres compléter, mais c'est vrai que ce qui moi m'a impressionné dans ton introduction, Eric, c'est les chiffres. Tu disais 3 personnes sur 10 en situation de stress en Suisse. Alors, la question a également été posée. Tu as parlé de Promotion Santé Suisse. J'ai la chance d'être dans le conseil de fondation de cette institution qui a beaucoup, beaucoup de travail. On a l'impression que tellement peu de choses se font au niveau de la prévention en Suisse dans le cadre du burn-out. J'ai juste, Eric, nous donne ta perception sur aujourd'hui ce qui est fait pour prévenir ces situations, sachant que, encore une fois, comme ça a été évoqué on l'appelle la maladie du siècle. Donc, ta perception là, Eric. Ma perception, c'est que la responsabilité en Suisse est donnée aux entreprises, en fait. Et donc, c'est une volonté, c'est culturel, c'est aussi une volonté, vision politique et de la société et du monde du travail. Et la responsabilité est donc donnée aux employeurs. Et Promotion Santé Suisse met à disposition des trésors d'outils, d'accompagnement, de support, etc., pour aider, mais n'impose pas, en fait. Et donc, on n'a pas une réglementation forte en Suisse sur la protection de la santé au travail. Et c'est pas très coercitif par rapport aux employeurs. Et donc, en fait, ça va dépendre de la prise de conscience de l'employeur sur la nécessité qu'il a de bien traiter ses employés ou pas. Voilà. Et par contre, ce que je peux dire pour terminer, c'est que cette prise de conscience, elle est en train d'énormément monter. De plus en plus d'employeurs en sont convaincus et le Covid a boosté tout ça. Merci. C'est vrai qu'on a un cadre légal relativement faible. C'est la loi sur la santé et la sécurité au travail qui est née il y a de ça 20 ans. Je crois que c'était depuis les années 2000. Et puis voilà, on commence un petit peu à voir les effets. Promotion Santé Suisse, je crois que c'est 4 centimes prélevés chaque mois sur les primes maladie des Suisses. 4 centimes pour la prévention, alors qu'en moyenne, la prime est en 350 et 450 francs. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup d'argent donné pour la prévention. Il y a pas de discussion au champ fédéral pour ça, mais pour l'instant, ça n'a pas bougé. Plutôt, il y a eu des attaques dans l'autre sens pour diminuer ces budgets. Voilà pour la petite partie politique. Sur cette question, justement, des entreprises, puisque Eric, tu as fait lien avec les entreprises, est-ce que le cadre de l'entreprise est plus mauvais aujourd'hui qu'hier? Qu'est-ce qui fait finalement que toutes ces situations que l'on connaît en lien avec l'épuisement au travail, en lien avec le burn-out, paraît exploser ces dernières années? Je ne sais pas qui veut prendre cette question-là. Est-ce que ce cadre de l'entreprise est plus mauvais aujourd'hui qu'hier? Ou est-ce que les causes finalement de ces explosions, donc 3 personnes sur 10 en situation de stress en Suisse, sont ailleurs? Je ne sais pas si… Je peux donner un élément de réponse en lien avec Promotion Santé Suisse et l'étude de stress. La réponse est oui. Le cadre de travail est plus mauvais aujourd'hui qu'il l'était il y a 7 ans, en 2014, quand Promotion Santé Suisse a commencé ses études. Comme je l'ai dit avant, on observe une augmentation nette des
des facteurs de contrainte, c'est-à-dire les délais, euh, le flou dans le cadre de travail, mauvaise ambiance, mauvaise relation avec les collègues, mauvaise relation avec la hiérarchie, etc. Clairement, c'est des choses qui ont énormément augmenté depuis 2014. Catherine et Cédric, vous avez parlé de vos expériences avec vos employeurs. La question a aussi été posée, mais non, je la trouve intéressante. Puis elle vous permettra certainement d'apporter quelque chose. Est-ce que finalement vous considérez que votre employeur a tout fait juste dans le cadre de la gestion de votre situation personnelle, respectivement, qu'est-ce que vous auriez attendu de plus de sa part? Catherine, tu as activé ton micro. Oui, j'ai vu la question m'a été adressée. Alors, je pense qu'il y a un élément temporel à apporter ici, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, au moment même de mon retour au travail, déjà, c'est quelque chose qui se fait en lien avec l'employeur. Donc, l'employeur, il va faire juste parce que nous, on demande juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste, il n'y a pas une sorte de checklist à appliquer, même s'il peut y avoir des choses qui se ressemblent. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai travaillé avec l'employeur et j'ai réussi à demander ce que je voulais personnellement, c'est-à-dire que je reprenais progressivement et c'était validé par les personnes qui m'accompagnaient. C'est pas moi qui choisissais que je reprenais à 40%, 50%, 60%, mais c'est moi qui ai demandé de changer d'équipe. C'est moi qui ai demandé on m'a conseillé de changer de bureau. Donc oui, je trouve que l'employeur a très très bien, a bien mis en place tout ce dont j'avais besoin pour reprendre. Ça, c'est une première phase. Et alors, l'élément temporel, c'est dans le temps. Donc en fait, dans le temps, j'ai très bien été suivie au début, les 6 premiers mois, peut-être la première année de ma reprise. Et puis après, progressivement, on oublie. Et puis, j'étais revenue totalement. J'ai vu aussi que la question se posait, est-ce qu'on se remet à 100% dans le burn-out? Dans mon cas, oui, et je me suis même renforcée. Alors, je souhaite à personne de passer par là. Je compare ça de temps en temps comme un chagrin d'amour. C'est très difficile à vivre, c'est horrible, mais quelque part, ça renforce. Et ici, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, en soi, je suis arrivée. Après un an, mon employeur, il avait un petit peu oublié. Moi, pas, vu que j'avais mes signaux d'alerte. Et c'est là que je me dis, c'est à ce moment-là où moi, je m'étais renforcée, donc je suis pas retombée dedans. Mais l'employeur, dans le long terme, ça s'oublie. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont concernées. Du coup, voilà, je sais pas, c'est effectivement plus ancré que ça, la manière dont on travaille avec la charge de travail. Enfin, j'ai vu aussi que c'était Promotion Santé Suisse qui devait travailler avec les employeurs pour plus que la charge de travail soit si énorme. Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans un premier temps, très bien. Dans le long terme, je trouve qu'il y a des choses qui doivent être améliorées plus, pas vraiment au niveau de la personne en elle-même, mais au niveau du monde du travail, simplement. Ouais. Merci Catherine. Alors, Eric, tu voulais dire quelque chose? Sinon, Cédric, peut-être je vais passer la parole. Toi, ta perception finalement puisque tu as été un poil plus, il me semble, critique à un moment donné sur un point, puisqu'il y a eu licenciement, je crois en tout cas dans la… Voilà. Alors, je dirais que dans le cadre mon premier burn-out, honnêtement, je ne vois pas ce que l'employeur aurait pu faire de mieux. Parce que j'ai vraiment été accompagné, mais ça a été fait de façon intelligente. Ça a été fait de façon bienveillante. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais avoir peut-être un coup de téléphone d'un collègue ou de mon patron toutes les semaines ou tous les 10 jours. J'ai jamais ressenti, voire un peu plus même, je pense au début. D'abord, ça a été fait où on me demandait si c'était OK, s'il pouvait m'appeler. Quand il m'appelait, systématiquement, c'était est-ce que là, c'est le bon moment? Et il y avait vraiment de la bienveillance. Il n'y avait pas de. J'ai jamais ressenti, je dirais, de pression de bon, tu reviens quand? Ça, jamais. C'était vraiment, on vient prendre des nouvelles, j'espère que tu vas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Voilà, il y avait vraiment cette bienveillance et cette empathie, je l'ai ressenti, alors que c'était une société où ça allait très vite, où on avait quand même pas mal de pression. Et là, pour le coup, je pense aussi que derrière, il y a eu une prise de conscience par rapport à ça. Effectivement, dans le cadre de la deuxième société, là, en termes d'empathie, ça a été un peu plus compliqué, on dira.
vu qu'en fait, j'ai pas eu, là pour le coup, pendant les 3 mois, ça a été zéro appel, rien. Et en fait, par après, quand j'ai repris contact, ne serait-ce que pour récupérer 3 affaires, etc., on m'a expliqué que quelque part, j'avais été licencié parce que moi, je n'avais pas donné de mes nouvelles. C'est un peu retourné le truc. J'aurais peut-être bien aimé, en fait, qu'on me demande comment j'allais. Là, on m'a expliqué que, bah, en fait, non, c'était à moi de faire le premier pas. Et donc là, la prise de conscience, je pense qu'il est important de comprendre, c'est que, en tout cas, dans mon cas, j'étais incapable de prendre mon téléphone et d'appeler. Je ne pouvais pas. J'étais tellement brûlé de l'intérieur que le fait de regarder mon téléphone et de me dire, tiens, je vais les appeler pour leur dire comment je vais, ça m'envoyait des émotions, je me sentais mal à ce moment-là. Après, c'était une autre culture, c'était une société internationale, voilà. Mais alors pour le coup, pour rester vraiment sur une note positive, je pense vraiment que le fait d'avoir été licencié, en fait, ça a été une chance. Alors sur le moment, on ne s'en rend pas forcément compte, mais aujourd'hui, 3 ans après, et merci en fait. Ça m'a permis, moi, de comprendre que fallait que je change quelque chose dans ma vie et que c'était à moi de faire le changement. C'était à moi d'avancer. Merci beaucoup pour ce partage. Bon, après, effectivement, peut-être que le cadre d'entreprise un peu moins bienveillant fait que quand on vous le fait, on vous sort de ce cadre-là, c'est plus positif. Effectivement, ça dépend de ce cadre, justement. Michel, peut-être en termes de bonnes pratiques, genre, parce que Cédric évoquait cette fameuse question de la prise de contact et du téléphone, qui est pas évidente, hein, finalement, parce que l'employeur, d'un côté, dit ah, mais je ne veux pas rentrer dans la sphère privée, je ne veux pas qu'ils se sentent mis sous pression. Là, Cédric nous dit bah, j'aurais bien aimé qu'on m'appelle. Ta perception sur ces questions-là? On le voit, en tous les cas, les gens qui sont en arrêt de travail, c'est en tous les cas au moins plusieurs semaines, plusieurs mois. Quand je dis plusieurs mois, ça peut être 1 mois, 2 mois. Et l'important, c'est de maintenir le lien, de quelque manière ce soit. Donc, c'est vrai que si l'employeur ne se sent pas de contacter son collaborateur, des fois pour plein de raisons, des fois parce qu'il peut aussi se sentir responsable de ce qui lui arrive à ce collaborateur, donc il est mal à l'aise. Mais c'est peut-être de demander aux collègues de prendre un contact, c'est peut-être de demander au RH de prendre un contact, c'est peut-être aussi de demander s'il existe le service de santé, de prendre le contact. Je pense que le contact est important. Il est important parce que la personne, en fait, loin de son entreprise, rumine de ce qui se passe dans l'entreprise. Et puis, elle a besoin, comme je disais tout à l'heure, d'être rassurée que l'entreprise existe encore, que c'est pas parce qu'il est en arrêt de travail il ne fait plus partie de l'entreprise. Et puis, il faut savoir aussi que l'employé qui est en burn-out, c'est souvent des gens qui sont investis, engagés, qui aiment le travail, et qu'on leur coupe le travail, on leur coupe de l'oxygène. Donc, ils ont une espèce de double peine. Donc, d'avoir un petit mot, comme disaient Cédric et Catherine, de gentil, comment ça va, juste comment ça va, on est là, on sait que tu es là, ça suffit finalement. Voilà. Donc, moi, je recommande de s'organiser pour prendre contact. Merci beaucoup. Il y a aussi une question qui a été posée par Pierre-Paul et puis complétée un petit peu par Sandra qui parle des jeunes. En fait, qu'est-ce qui peut être fait en amont? C'est vrai qu'on est face à un phénomène qui est national, qui est mondial. La stratégie en Suisse, comme a dit Eric, est une stratégie plutôt de rendre un petit peu responsables les employeurs, hein, dans le monde de la gestion de ces situations. On voit que ça a quand même pas mal ses limites, notamment parce qu'en termes de compétences, le manager aujourd'hui, ou la manager est quelqu'un qui est un mouton à 5 pattes, finalement. Il doit être bon dans la gestion de l'humain, capable de gérer ses situations, en même temps est sous pression souvent de sa hiérarchie pour délivrer. Donc là, au milieu, vous vous retrouvez avec des gens qui sont aussi les principales cibles du burn-out, ce manager, ce marteau et cette enclume. Donc ma question, pour faire relativement simple, peut-être elle est double pour reprendre en fait les questions posées par Pierre-Paul et par Sandra. Déjà, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avant en fait, la vie professionnelle pour préparer
finalement les individus à vivre ces situations, en tout cas à se prémunir contre ces situations, puisque à la limite les responsabiliser, comme dit Pierre-Paul. Première question, puis après, évidemment, je poserai aussi la question que je trouve intéressante. Eric, tu as apporté une réponse, peut-être qu'on puisse un petit peu développer, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ces jeunes en 16 et 24 ans, jeunes débarqués, plein de vie, plein d'énergie, qui sont les plus touchés par ces phénomènes? Alors, évidemment, c'est que ça sera évidemment compliqué, mais déjà sur la première question de Pierre-Paul, la question de la prévention avant la vie professionnelle, est-ce que là, vous avez est-ce que Eric ou Michel ou Catherine ou Cédric, évidemment, vous pouvez intervenir? Est-ce que là, vous avez un apport à donner? Je peux déjà donner un premier point, c'est que là, tu élargis le débat, Christophe, sensiblement, Hmm. mais c'est le vrai débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un phénomène de santé publique. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de parler d'une problématique de santé au travail, le burn-out, le stress, etc. Mais c'est dans une proportion telle qu'aujourd'hui, ça concerne plus seulement les employeurs, effectivement, encore moins que les employés, ça concerne l'ensemble des citoyens. Et à ce titre-là, il y a des actions à mettre en place de prévention au niveau des plus jeunes, des écoles, des cycles de formation de managers, d'ingénieurs, etc., quoi. Donc, or, ça n'existe pas. Donc là, on compte sur toi, Christophe, pour que tu boostes Promotion Santé Suisse pour Ouais. être encore plus efficace. Il faudra d'abord booster le Parlement fédéral pour qu'ils octroient plus de ressources à Promotion Santé Suisse, parce que nous, effectivement, 4 centimes sur 350 francs, 400 francs de prime en moyenne, c'est pas grand-chose, alors que la prévention, certainement, est la clé et la solution. Mais je passerai le message, mon cher Eric. Sur cette question, je ne sais pas si quelqu'un veut remodire là-dessus, mais j'avais assez envie qu'on ressente le débat sur ce qu'on peut faire ici, hein, autour de la table, en tout cas dans les entreprises. Donc, on a cette situation qu'évoque Sandra Flukiger, qu'elle reprend finalement de ton exposé, Eric. Les jeunes en 16 et 24 ans sont les plus touchés. Et donc, en entreprise, on peut faire quoi contre ça? Donc, quand on les voit débarquer, ces jeunes, évidemment, si on prend des apprentis, eh bien, on peut avoir des jeunes à partir de 15 ans, hein, 15-16 ans. 24 ans, c'est plutôt l'âge des jeunes qui sortent de l'université. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire de spécifique dans les entreprises pour essayer de travailler sur ce risque? Tu attends que je réponde? Oh non, Je ne veux Michel pas a quelque monopoliser chose à la dire. parole. Hein, Alors, je propose de donner la parole à Ouais, Michel, voilà. et tu complètes le cas échéant. Bon, au tout début de ma carrière professionnelle, c'était il y a bien longtemps, il y avait Christophe Dejour, qui était un psychiatre, psychanalyste, qui avait écrit un bouquin sur la souffrance au travail. Dans son bouquin, il y a une chose qui m'avait interpellé, c'est qu'en fait, il parlait énormément de la communication, le lien qu'il y a entre l'employeur et l'employé. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait que, en fait, le manager, il doit parler le langage de l'employé, mais que l'employé doit aussi parler le langage du manager. Et que, en fait, pour qu'il puisse se comprendre. Et l'idée, c'est que, finalement, lorsqu'il y en a un qui va dire quel est son besoin et qui va l'exprimer à l'autre d'une manière compréhensible, l'autre peut y répondre. Tant que ça, c'est pas fait, c'est pas dit, en fait, on peut aller sur justement des incompréhensions qui font qu'il y a des créations de tension, qu'on perd le sens de ce qu'on est en train de faire, y compris le manager comme l'employé, et on ne se comprend pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller, je crois qu'il faut que, et il avait cet exemple de la manufacture, il faut que le manager, il descende de son bureau, et puis il aille voir qu'est-ce que fait son ouvrier devant son atelier, et qu'il puisse lui demander de quoi il a besoin pour que ce soit mieux. Et que l'employé devait faire l'effort de lui expliquer d'aller identifier ce quoi il avait besoin lui. Et ça demande un travail finalement des deux. Il y a vraiment je pense qu'il y a une co-responsabilité dans cette histoire-là. Et donc ça passe vraiment par c'est vraiment autour du café. Hein. Alors je crois que ça a créé quelque chose, la distance Covid a créé cette histoire-là, c'est qu'autour du café, il n'y a plus cet espace au fait, tiens, moi j'aurais besoin de ça pour mieux travailler. En fait. C'est un élément parmi tant d'autres. Hein.
C'est intéressant, Michel, ça me fait penser, parce que tu parles finalement de cette co-responsabilité. Et c'est vrai que souvent, on entend les managers, peut-être les managers un peu plus âgés, dire ah, mais c'est ça le jeune, finalement, ils ne veulent pas travailler. Et puis, en fait, on a l'impression que les jeunes qui rendent les entreprises ne se sont jamais autant préoccupés finalement de leur work-life balance et de dire bah, moi, je suis d'accord d'investir ça, mais je ne suis pas d'accord d'investir ça. Et pourtant, ils n'ont jamais été aussi malades. Et c'est vrai que ça, évidemment, ça ne demande pas de. C'est juste un constat comme ça ne demande pas forcément de réponse, à moins que vous ayez quelque chose à dire ou si vous voulez rebondir là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un constat qui rend tout ça relativement compliqué, évidemment, notamment du point de vue des entreprises. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore réagir là-dessus. Sinon, j'ai encore une question super intéressante qui nous a été posée dans le Q&A à l'instant hein, par Damien Pache. Et c'est vrai que ça fait un peu le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur j'appelle pas, etc. Donc, en fait, la posture de l'employeur par rapport à ces situations. Mais là, Damien, il se place en amont. Et puis, donc, sa question que je vous lis, hein, c'est jusqu'où l'employeur peut-il se permettre d'aller en préventif quand il constate objectivement que l'hygiène de vie de son employé pourrait le conduire au burn-out. Donc, c'est vrai que c'est souvent, on voit ces situations-là. Et personnellement, je l'ai aussi vécu plusieurs fois en me disant, mais elle ou lui, elle ne va pas dire très longtemps. Et c'est sur des questions finalement d'hygiène de vie, hein, donc du cadre de la sphère privée. Donc, c'est très, très compliqué là pour l'employeur de rentrer là-dedans. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette question? Jusqu'où l'employeur peut-il se permettre d'aller en préventif quand il constate objectivement que l'hygiène de vie de son employé pourrait conduire au burn-out? Donc, est-ce que ça… Évidemment, là, on est plus sur peut-être un Michel ou un Eric, peut-être qu'une Catherine, un Cédric encore. Hein, je suis désolé, mais je prends les questions comme elles viennent. Juste cadrer, le burn-out, c'est une maladie professionnelle. Il y avait une question d'ailleurs, hein, la distinction burn-out et dépression hein, qui était posée par Jérôme. Le burn-out, on est dans un contexte professionnel, donc l'employeur doit se tenir. Et déjà, s'il fait déjà quelque chose autour de l'organisation du travail, l'ambiance du travail, déjà s'il fait de cette partie-là, il a déjà bien assez de choses à faire à ce niveau-là que d'aller s'occuper des choses privées de ses employés. C'est un sujet hyper sensible et c'est très glissant. Après, de nouveau, son rôle, c'est peut-être de regarder quel lien il peut y avoir entre le privé et le professionnel et qu'est-ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. Et d'aller sur le terrain du privé, c'est assez compliqué. Je crois que c'est glissant. Merci beaucoup. Cédric? C'est vraiment une réflexion. Je réfléchissais par rapport à cette question. Je me pose la question si est-ce que faire intervenir quelqu'un d'externe en termes de, je sais pas, de coaching, de médiation, en disant, peut-être que justement, à ce moment-là, l'employeur sort de l'équation, mais il ouvre un espace de discussion pour la personne qui, en fait, peut à ce moment-là prendre conscience qu'il se met en danger. Mais c'est vraiment une réflexion comme ça à chaud, de se dire est-ce que faire venir un intervenant extérieur, justement, il n'y a pas de problématique de je rentre dans la vie privée parce que ce n'est pas le rôle de l'employeur, effectivement, mais en même temps, d'ouvrir un espace de discussion. Est-ce que ça pourrait être une piste, on dirait. Merci. C'est une réflexion comme ça. Merci beaucoup. Merci Cédric pour cet apport. Je voulais donner la parole à Lucie, mais elle a rebaissé la main. Je ne sais pas, Lucie, si vous êtes, si vous êtes impatientée, que je ne vous donne pas la parole, ou si simplement la réponse à votre question a été donnée, ou qu'elle est plus d'actualité. Si jamais, n'hésitez pas évidemment à relever la main, je vous donnerai cette parole. J'avais envie juste, alors je poserai une dernière question à la fin, je vous laisse y réfléchir, mais peut-être juste, comme ça, je ne vous prends pas à froid, mais peut-être un mot de conclusion, finalement, ce que l'on peut faire en entreprise, ou ce que devrait faire l'entreprise, qu'on est ici dans ce cadre-là, pour finalement minimiser ces situations. Juste un mot par personne, pas un mot, mais une mesure par personne. Mais avant ça, j'avais juste envie qu'on termine sur la question de l'encadrement, parce que c'est vrai que
voilà, on a, certains d'entre vous fait des cours de management, des écoles commerciales, etc. Pour moi, je l'ai fait il y a longtemps. Mais c'est vrai qu'on nous a appris finalement à manager, à gérer les gens avec des conditions cadres qui étaient un petit peu différentes. Aujourd'hui, on a ce phénomène de nouveau mondial, massif. Finalement, comment est-ce qu'on peut revoir le concept d'encadrement? Qu'est-ce qu'il faudrait changer au concept d'encadrement pour pouvoir minimiser ces situations, ou en tout cas mieux les prévenir et mieux les accompagner? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Tiens, pas Eric, cette fois, peut-être je donne la Mais parole plutôt je peux toi. donner un élément de réponse toujours en lien avec Promotion Santé Suisse qui fait ressortir au travers de ces enquêtes que les environnements agiles, les environnements de travail agiles euh, sont meilleurs pour la santé en fait. Il y a moins de problématiques de santé au travail dans les environnements agiles. Donc, Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'autonomie, plus de prise sur, sur ce que l'on sur ce que l'on est en train de faire, sur les événements, sur l'évolution de l'entreprise même éventuellement, euh, notamment, et puis moins de pression des mauvais chefs, quoi. mm, mm. C'est ça, on dit aussi sur les causes de départ, hein, que 2 tiers, 3 quarts des causes de départ sont liées au chef direct. Donc certainement qu'évidemment l'état de santé est également très très lié au chef direct. Mais elles sont autonomes, bah, effectivement, sont une réponse. Alors maintenant, évidemment, peut-être que si je fais lien avec ce qu'a dit Cédric tout à l'heure, ça veut dire bah, laissons de plus en plus d'autonomie, mais d'un autre côté, peut-être coachons un peu mieux l'humain pour qu'ils sachent se gérer. On sait aussi que les organisations autonomes peuvent être des usines potentielles à burn-out, puisque les gens se sentent très engagés, vont peut-être se surengager et aussi peut-être être malades. Donc, c'est vrai que c'est deux faces d'une même pièce, en tout cas, à gérer. Mais je trouve que l'axe de réponse est super intéressant. Merci, cher Eric. Je donne la parole peut-être à Jérôme Frashbourg qui a levé la main. Donc, je vais lui donner. Je ne sais pas si je peux le faire moi, d'ailleurs. Je vais demander peut-être à la technique. Voilà. Merci, cher Jérôme. Tu as la parole. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Très bien. Alors, juste, je déclare mes intérêts. Je travaille chez Loico et j'ai aussi vécu un burn-out personnellement. J'ai posé une question, je la repose parce qu'on m'a suggéré de le faire. C'était la différence entre dépression et puis burn-out. Puis j'ai quand même une réaction parce qu'ici, on parle en convaincu. Mais moi, je perçois encore très souvent le message comme quoi les gens qui ont un burn-out, c'est des faibles, quoi. C'est le gars qui pète les plombs, qui est pas assez fort, alors que paradoxalement, c'est souvent les gens qui s'investissent le plus dans ce qu'ils font, dans leur métier, c'est des perfectionnistes dans l'entreprise. Mais moi, je suis pas aussi optimiste que vous pour le moment de cette prise de conscience. Alors peut-être elle augmente, mais moi, j'ai quand même une perception encore, j'ai l'impression qu'il y a une perception majoritaire. Ben, la preuve, c'est qu'au niveau politique, à des tas d'endroits, c'est le burn-out, c'est le lot des faibles, hein. On comprend très bien que vous vous cassiez une jambe, c'est 2 mois, c'est tout bon. Des maladies genre burn-out, alors peut-être que j'ai une vision tronquée, mais j'ai l'impression que c'est encore, on en parle de plus en plus, mais il y a encore un énorme boulot à faire pour faire comprendre vraiment ce que c'est, quoi. D'où aussi ma question de différence avec dépression. Et en tout cas, moi, mon vécu, c'est quand même, alors peut-être qu'on s'auto-culpabilise, mais c'est quand même que c'est souvent perçu comme la maladie du faible, d'autant plus, et moi j'étais dans un poste haut placé, d'autant plus si on est dans un poste haut placé. Voilà, ça c'était un peu le coup de gueule du moment, mais la réponse scientifique à la différence entre dépression et burn-out m'intéresse aussi. Merci beaucoup. Peut-être Michel sur cette question-là. Oui. Oui, alors scientifique avec beaucoup de réserves, mais ça n'a rien à voir. La dépression et en fait, je dirais que le burn-out, c'est un peu comme le Canada Dry de la dépression, en fait. C'est-à-dire que un burn-out mal traité, mal accompagné, trop longtemps, je dirais, mijoté, peut arriver vers une dépression au bout de plusieurs mois. Mais le burn-out, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a des choses à faire et que ce n'est pas une maladie qui vous tombe dessus comme la dépression où il peut y avoir ça peut être génétique, il peut y avoir des problématiques d'accident de vie, il peut y avoir ça peut être des problématiques sociales ou des problématiques familiales. Mais la dépression, c'est pas, et ça se soigne pas du tout de la même manière. D'ailleurs, les médicaments pour le burn-out
en tous les cas, dans la prise en charge inaugurale, enfin, moi, je vois que les gens qui ne prennent pas d'antidépresseurs s'en sortent beaucoup mieux que les gens qui prennent des antidépresseurs d'emblée. Donc, c'est pas du tout la même chose parce que parce que ça nécessite de réénergiser le corps, ça nécessite d'aller chercher. Cédric disait, moi j'ai été peindre mon garage, ça nécessite de faire de l'activité, alors que la dépression, on n'est pas dans les mêmes choses. Donc, il y a une vraie différence, ça ne se traite pas de la même manière, et c'est pour ça qu'il y a un effort de communication et d'information sur cette différence. Et puis, je vous rejoins complètement. C'est pas une maladie de faible ou de fort. C'est pas une question de ça. C'est un profil à risque. C'est vrai que c'est des gens qui, je le disais tout à l'heure, engagés, investis, etc. Et puis, c'est des gens qui sont peut-être perfectionnistes et c'est des gens qui ne connaissent pas leurs limites ou qui ont du mal à les connaître. Et en tous les cas, peut-être qu'ils les connaissent, mais qui ne les écoutent pas. Donc, voilà, c'est tous ces gens-là. Et quelqu'un qui a fait un burn-out et qui s'en est sorti, moi, je suis prêt à l'engager parce que lui, il se connaît, il sait rester en santé au travail, il sait être efficace et quand être efficace. Et donc, c'est quelqu'un qui a une valeur ajoutée pour les entreprises. Donc, ça pourrait presque être une compétence à mettre sur le CV. Merci Jean-Michel. On pourrait continuer des heures sur la question, mais il est 10h01. Hein, on avait promis une fin à 10h. Peut-être juste sur le takeaway, peut-être 10-15 secondes chacun, la question que je vous ai posée avant, à laquelle vous êtes préparé activement, sur ce que votre conseil, votre mesure pour prévenir ces situations. Je donne la parole à Catherine, peut-être. Désolé, Catherine. Prise de cours, là. Peut-être un conseil, c'est peut-être simplement de se faire du bien à soi-même au-delà du juste le travail. Voilà. Ça permet de garder un certain équilibre. Merci bien, merci beaucoup. Merci. Cédric? Je dirais apprendre à se connaître et apprendre à relativiser en fait les enjeux du travail. Apprendre à se connaître, effectivement, ce que disait Michel tout à l'heure, apprendre à connaître ses limites et à un moment donné à être capable de dire c'est pas grave, je le ferai demain. Merci beaucoup. Point de vue d'individu, là, on a vu peut-être Eric et Michel, point de vue de l'entreprise. Moi, mon conseil pour l'employeur, c'est de réduire, d'avoir un travail concret et des actions pour réduire l'impact des contraintes. Qui pompent de l'énergie et en parallèle être attentif à activer des ressources qui vont apporter de l'énergie aux employés. Merci beaucoup. Et Michel, on va pas dire mot de la fin, mais bien intervention. Ouais, merci. Je dirais que c'est pas une fatalité et que finalement on a la capacité d'agir sur ce phénomène. On est capable de le faire et je crois qu'il faut que les entreprises prennent leurs responsabilités par rapport à ça. Parce qu'il y a des choses à faire, ils peuvent le faire, ils peuvent bien le faire. Et des entreprises le font déjà. Merci beaucoup. Merci. Merci aux participants pour leurs questions. Vous avez été très, très actifs. J'ai évoqué par email prochainement le lien vers les vidéos. Et également le PDF avec les questions. Un tout grand merci. Restez en bonne santé. Prenez soin. À tous et bientôt. Et merci beaucoup. Au revoir.